Salut à tous, merci d'être avec nous. Autrement est de retour. C'est la semaine des fiertés LGBTQIA+ à Bruxelles. La grande Pride officielle se tient ce samedi et en marge de celle-ci, d'autres rassemblements, d'autres mouvements s'organisent. Des Prides alternatives qui ne se reconnaissent pas forcément dans ce grand défilé samedi. On va en parler avec nos deux invités. Blanquette Lagoulu, performeuse et drague. On vous a déjà vu sur cette antenne. On drague parfois. Vous allez nous expliquer votre vision en tant que militante du milieu LGBTQIA+, de ces prides. Est-ce que vous reconnaissez dedans, est-ce que vous ne reconnaissez pas? Et vous allez nous dire ce que vous faites, vous, ce samedi. En face de vous, Dianga Sango, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous représenterez la Rainbow House ce soir. Donc la Rainbow House, cette coupole des associations LGBTQIA+, et qui est co-organisatrice de cette Pride officielle et qui tente, tant bien que mal, on verra, on entendra les critiques aussi, d'intégrer ces mouvements plus alternatifs. On verra comment. Avant ça, je vous propose de vous replonger dans nos archives. C'était l'an dernier, lors de cette grande Belgian Pride officielle. Nos équipes y étaient. Regardez ce que ça donne. Célébrer la fierté d'être qui l'on est, sans crainte du jugement. C'est l'esprit de la Pride, qui se veut une manifestation festive, mais une manifestation avant tout. Il y a plusieurs Pride en plus. Il y en a pour vraiment militer, il y en a pour se visibiliser, il y en a pour aller faire la fête. Et je pense qu'on perd parfois la notion que la Pride à la base c'est pour dire on est là, on a des droits, on existe. C'est ultra important parce que des personnes intersexes se font mutiler encore aujourd'hui en Belgique. Et on voudrait que ça s'arrête. Alors on vient dire qu'ils existent, qu'ils sont là et qu'ils ont leurs droits. Revendiquer le droit de se sentir en sécurité aussi. À Bruxelles, les personnes LGBTQIA+, sont encore trop souvent victimes d'actes de haine et de violence en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. La Pride offre un lieu de liberté où se rassembler. On peut être qui on veut et même le handicap disparaît presque parce que les gens sont très très ouverts d'esprit. Donc oui, je me sens libre. Ouais. On est dans la capitale, mais je sais que pour avoir quand même en partie vécu à la campagne, c'est très compliqué qu'on est dans un petit village où on sait qu'on est probablement une des seules personnes queer, de se dire en fait maintenant, peut-être en fait pendant toute une journée, je suis pas du tout la seule personne. Il y en a plein d'autres et donc je peux leur parler, je peux me sentir plus à l'aise dans ma propre expérience. Je crois qu'on était dans les toutes premières Prides qui ont eu lieu à Bruxelles. Vous voyez une évolution justement de cette Pride? C'est plus varié qu'au début, plus de femmes aussi. Au début, c'était surtout des hommes. Oui. On inclut les transgenres, tous les gens qui sont un peu exclus, c'est bien. La Pride, c'est l'occasion aussi pour des parents de montrer à leurs enfants qu'ils ne sont pas les seuls à avoir deux papas ou deux mamans. Et c'est donc la première fois pour les enfants qu'ils voient qu'ils ne sont pas seuls. Ça me procure des frissons. Mais tout le monde ne se reconnaît pas dans cette Pride. Un rassemblement parallèle était organisé, loin des caméras, de l'organisation jugée trop institutionnelle et des chars des partis politiques. Et donc ce sera un peu le même topo cette année, Blanquette Lagoulu. Vous, qu'est-ce que vous faites pendant cette Pride? Qu'est-ce que vous avez fait l'an dernier? Qu'est-ce que vous allez faire cette année? Est-ce que vous reconnaissez dans ce défilé plus officiel? Ça dépend des années. Il y a des années où j'étais dans des cortèges plus vénères. Cette année, l'année passée, je serai sur la scène de Back to the Roots. Donc c'est une Pride dite alternative organisée par Meraba, le Crazy Circle et par le média Queef. Et du coup, j'aurai le micro en main vu que j'aurai la chance avec ma co-host de présenter cette Pride. Et ça se passe donc à XL, en face du Crazy Circle, ce bar qu'on connaît aussi sur BX1. Ça n'a pas de lien avec la Pride que vous co-organisez, la Rainbow House, Dianka Sango? Eh bien, ça a quand même un lien puisque nous allons tous pour les revendications. Donc, qu'on rejoint, ce sont aussi des revendications avec la Grande Marche, quand même si elle est plus, comme on le dit, massive, mais c'est une marche aussi de revendication surtout. Et puis aussi pour la visibilité aussi des personnes LGBTQIA+, et les 69 associations, puisque la Rainbow House, c'est aussi une fédération de 69 associations. Voilà, qui co-organise ce défilé. Alors, il y a eu des changements d'ailleurs dans l'organisation. À l'époque, c'était une entité complètement différente. Aujourd'hui, c'est vous avec la région bruxelloise, voilà, et son organisme Visit Brussels. Oui. À un moment, en tant que militante, vous
Vous avez dit stop, on ne veut plus que ça s'organise comme ça. Pourquoi? On parle d'écharpe politique dans le sujet. Pourquoi à un moment, certaines militantes se sont dit ce n'est plus notre Pride? Est-ce que vous pouvez globalement nous expliquer? Et après, on va expliquer les alternatives qui existent. Je vais parler en jeu sur ce point. Moi, je sais que personnellement, à un moment donné, je me suis plus reconnu dans une Pride où je me suis demandé en fait à qui elle profite, cette Pride, puisqu'en fait je reconnais le travail colossal de la Rainbow House derrière, le travail de plein de bénévoles qui est à reconnaître, le travail des personnes qui l'ont créé aussi, la nécessité d'avoir les partis politiques à une époque quand elle a été créée, puisque c'était utile. Mais à terme, depuis une dizaine d'années, à qui elle profite cette Pride en dehors des institutions et des marques et des partis politiques qui du coup en fait bénéficient d'une image, d'une aura colossalement bénéfique pour leur statut et pour leurs finances. Et du coup, tout ce budget que les institutions telles que le fédéral vient injecter ou la région dans cette Pride, est-ce que ça bénéficie en fait au combat LGBTQIA+, est-ce que ça bénéficie aux personnes qui sont invisibilisées même dans cette Pride, puisque cette Pride ne parle pas à tout le monde, cette Pride parle à une partie seulement des LGBTQIA+, et principalement des lesbiennes et des gays, si on doit être assez honnête sur ce point-là. Il n'y a pas assez de représentation des personnes trans, par exemple. C'est une des revendications que vous pourriez faire. C'est notamment une des revendications, que toujours en jeu, pourrait faire. C'est aussi une dissociation totale avec la création et l'ADN de la Pride, qui est mettre en avant les invisibilités, les personnes invisibles face aux institutions, invisibles face à la violence, notamment des polices. Et du coup, c'est compliqué pour, je pense, une partie de la population LGBTQIA+, de se sentir concernée dans une Pride où on défend des partis racistes, où on défend des partis homophobes, où on défend des partis qui n'ont pas voté pour le mariage et l'adoption pour tous, et où on défend des partis qui sont protégés par une police qui ne nous défend pas au quotidien. Et ça, c'est très compliqué, je pense, pour une partie de la population de se sentir concernée par cette Pride qui est extrêmement bien financée, alors que les associations LGBTQIA+ de terrain n'ont rien. Manque de financement. Et certaines associations LGBTQIA+ de terrain sont tout de même à la Pride, il faut le rappeler aussi. Dianka Songo, sur cette présence des partis politiques lors de la Pride, c'est un vrai débat que vous devez faire en interne chaque année, j'imagine, où vous essayez de trouver des solutions pour essayer d'allier un petit peu les différents avis autour de cette question. Qu'est-ce que vous dites cette année, par exemple? Cette année, je reviendrai sur cette question-là. Je vais un peu rebondir sur... Vous êtes là pour ça. Voilà, sur l'organisation et le fait que, comme j'ai entendu, que voilà, certaines personnes de la communauté LGBTQIA+, n'étaient pas assez représentées. Je voudrais dire que la Rainbow House... pour l'organisation, et que voilà, cette année, on a eu vraiment la chance de l'organiser il y a eu une différence il y a une différence d'organisation. Voilà, donc c'est vraiment plus la Rainbow House même. Et puis en co-organisation avec Visite Bruxelles, qui fait aussi des événements de masse, qui est habitué. Et donc voilà, l'organisation cette année se fait de sorte à ce que vraiment il y ait beaucoup de délégations. Il y aura même la délégation aussi pendant la marche, la délégation de Pride Europe, les migrants, les personnes trans aussi, les femmes sportives, et vraiment très variées. Toutes ces associations-là aussi qui travaillent, qui sont dans la Rainbow House, et qui est ouvert aussi à d'autres associations alliées qui viendront aussi marcher. Donc il y aura ils sont là, les associations seront là. Ces associations-là pourront aussi informer, représenteront aussi effectivement. Et vous comprenez que ces associations, que certaines personnes qui font partie ou non de ces associations ne sentent pas à l'aise de défiler auprès de chars de partis de droite ou d'extrême droite. Nous comprenons cela tout à fait. La Rainbow House comprend cela. Elle est aussi ouverte à cette diversité qui se fait aussi sur les différentes masses. On va revenir là-dessus. Donc, on comprend que certaines personnes, effectivement, ce ne sont pas les mêmes valeurs. C'est peut-être ou elle contradictoire pour toutes ces personnes, mais nous comprenons, nous acceptons aussi, parce que c'est ça la diversité aussi, c'est ça la diversité. Par contre, si on revient un peu, comme Blanquette l'avait dit aussi, sur l'historique un tout petit peu, on va dire aussi en 69, comment ça s'est passé. Effectivement, on évolue, ça prend une autre tournure parfois aussi. Et puis, sur les chars, comme vous le dites, ou bien les partis politiques qui arrivent aussi,
Ces partis politiques-là ne sont pas que là seulement à la Pride ou Pride Week ou Pride Day ou Pride Month. Toute l'année, ces partis politiques aussi sont là, elles se voient entre elles dans les parlements. On espère d'ailleurs qu'elles nous invitent un peu plus dans les parlements. Mais tous ces partis politiques-là sont là aussi. Et puis, c'est aussi une occasion de pouvoir parlementer. C'est aussi une occasion de pouvoir revendiquer qu'elles soient incluses. On reste ouvert. On reste ouvert à ça. Que ce soit aussi entendu et puis justement en discuter, comme par exemple ça pourrait se passer dans le village, en discuter pour qu'on puisse avoir toutes ces lois qu'on veut effectivement faire évoluer, changer, que ça puisse se faire, parce que justement quand on parle d'adoption ou de mariage, si les partis politiques ne se voyaient pas, n'en parlaient pas, comment est-ce que ça aurait pu en arriver là les partis aussi ce jour-là, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, ne pas que ce soit complètement instrumentalisé, que ce soit pris, parce qu'on veille à ça aussi, hein, avec un scan, on veille à ça aussi avec des questionnaires, on veille à ce que ce ne soit pas du pinkwashing naturellement. Mais il y en a qui se fait du pinkwashing. On essaye au maximum avec le scan et avec les questionnaires d'essayer de vraiment ne pas complètement... Donc il y a des efforts qui sont faits, c'est ça que vous voulez rappeler, Dianka, au sein de la Rainbow House. Beaucoup d'efforts qui sont Blanquette Lagoulou, est-ce que vous les entendez, ces efforts? Du coup, vous parlez en jeu, mais vous représentez peut-être toute une partie de la population qui ne se sent pas forcément représentée. Est-ce que vous pensez que c'est entendu, ces efforts? Encore une fois, en jeu... moi, je reconnais complètement le travail de la Rainbow et je sais que derrière, il y a plein de personnes qui sont bénévoles, encore une fois. Donc, c'est dur parce que c'est une poignée de personnes qui sont tenues responsables d'un historique de Pride, pour le coup, assez catastrophique. Et donc, je les entends, sauf que ce que j'entends aussi, et pas de Dianka, mais de manière générale, c'est qu'en fait, c'est de la tiédeur. C'est qu'en fait, une Pride qui est avant tout une révolution, et je comprends qu'elle évolue, parce que tout évolue, et que du coup, on y inclut des gens et qu'à une période, on y inclut les politiques pour une certaine raison, notamment l'adoption, et heureusement qu'elles l'ont fait. On rappelle encore que le MR était pas pro-adoption pour tous à l'époque et qu'ils sont un char à la Belgian Pride maintenant. Mais c'est que malgré ça, en fait, j'ai l'impression personnellement que c'est une Pride de compromis alors. C'est que du coup, on est dans cette molasse, dans cette non-revendication, et du coup, si c'est une revendication, il faut que ce soit une revendication de bon gay. Donc, si c'est un gay gentil, on va revendiquer correctement. Et en fait, on l'a vu en 2019 et en 2018 avec les cortèges vénères qui étaient à la Pride et qui se sont fait tabasser par la police. On emploie les mots. Des cortèges qui ont voulu bloquer certains chars. Qui étaient juste là pour juste se présenter de manière pacifiste et aucune réaction de pluie. Et en fait, on le voit, moi personnellement, je vois plein de travail de la Rainbow et que je félicite pour son engagement. Mais d'un autre côté, une Pride molle qui est faite pour les touristes, qui est vraiment au profit de l'institution et qui du coup, si vraiment tout respect pour la Rainbow encore une fois, elle ne sert pas les communautés les plus marginalisées et qui aimeraient pour le coup revendiquer, mais qui aimeraient s'inscrire aussi, je crois, dans une Pride de revendication. Et c'est pas possible puisque c'est une Pride qui a évolué vers l'institution et une Pride de on fait ensemble, donc à la vitesse du politique aussi, puisque c'est pas la même vitesse, l'activisme, le militantisme, que le politique où tout le monde doit être tout bien posé et donc encore une fois tiède. Et dans un agenda particulier en plus avec des élections qui arrivent. Alors dans les autres efforts qui ont été faits par la Rainbow House, il y a eu cette ouverture de la Pride la semaine dernière, on y était. On va voir des images de cette ouverture de la Pride. Vous avez choisi d'être en dessous du pont de Suzanne Daniel, un pont, le nouveau pont inauguré il n'y a pas longtemps au-dessus du canal, près de Tour et Taxi, qui porte le nom d'une militante lesbienne de l'époque. Vous avez choisi aussi de mettre en avant les différentes associations qu'on voit à la Pride ou ailleurs. Comment vous avez réfléchi cet événement? Qu'est-ce qui a porté la direction de cet événement, Dianka? Merci beaucoup. J'aimerais signifier aussi que ces associations qui étaient à la Pride Opening, ce sont aussi des associations très militantes aussi, qui ont porté des discours militantes à cette opening-là et qui
Juste pour signifier aussi que durant toute la semaine de la Pride, il y a des événements à chaque fois. On est en plein dedans, il y a des débats qui s'organisent. Voilà, des débats via la tout militants, ou pas, revendicatifs. Donc, quand j'entends dire que ce n'est pas assez revendicatif, je tique un tout petit peu. Ça vous fait tiquer. Voilà, parce que tout au long de la semaine, il y a beaucoup de conférences, il y a des débats qui sont organisés vraiment pour parler de tous ces manquements dont on fait face. Donc, du coup, la Rainbow Ride travaille à ça depuis des mois et donc tout est bien élaboré, franchement, pour arriver jusqu'au Pride Day même. Donc tout au long, il y a plein de débats. Le programme se trouve aussi sur Pride Brussels, où vraiment, voilà, les petits événements et tout. Pour revenir un peu sur la Pride Asset Opening, comment on a travaillé. Alors, c'est aussi une nouveauté. C'est aussi parce qu'avant, c'était à nouveau plus institutionnel, avec la fanfare de la ville de Bruxelles, Manneken Pis, qui ne représentait pas forcément la diversité. Qui se passera aussi le 16. Dans 2 jours. Mais voilà, dans 2 jours. Mais l'opening, c'est aussi effectivement, et ce pont-là symbolique, endroit symbolique qui a été choisi aussi, qui se trouve à un endroit symbolique aussi. On va avancer dans nos discussions parce qu'à cet opening, il y avait aussi la Pride des banlieues. Oui. Je vais quand même rajouter que c'est pour la cohésion et aussi pour pouvoir faire participer aussi toutes ces associations, mais aussi ne pas que ce soit que LGBTQIA+, mais faire entrer aussi d'autres alliés. D'autres alliés. Et découvrir aussi. C'est un événement auquel vous pourriez participer, par exemple, Enquête La Goulue, un opening comme ça. On m'avait invité, j'ai pas été. En fait, on m'a invité pour mon show, le show playback. Et justement, mais je trouve ça intéressant, je trouve qu'il y a une rupture de dialogue entre la Rainbow et le milieu militant bruxellois. Et je trouvais ça intéressant de le questionner, puisque je sais que la Rainbow, pour connaître pas mal de personnes dedans, on fait des invitations, et des invitations hyper chouettes pour inviter, et pour depuis plusieurs années essayer de faire venir les militants, militantes, mais il n'y a pas de réponse de l'autre côté. Et donc c'est aussi intéressant de voir pourquoi il n'y a pas de réponse. Est-ce qu'il y a une blessure aussi peut-être marquée? Est-ce qu'il y a enfin, ce dialogue, il est rompu, et il y a des raisons pour ça. Donc vous diriez que c'est vraiment ce moment où le cortège vénère a été bloqué? C'est un peu le traumatisme. Je sais pas. Moi personnellement, c'est une journée qui est extrêmement traumatisante d'être par terre étranglé par un policier avec gazé éclat. Oui, c'est ça, avec les politiques qui passaient devant, qui rigolaient. Enfin, on avait le MR qui rigolait, la NVA qui rigolait, c'était le PS qui nous a pas aidés. C'était vraiment humiliant pour 100 personnes LGBTQIA+, d'être au sol gazé avec les politiques qui passent en rigolant et les gens de la Pride de Talkie-Walkie. C'est peut-être anecdotique, mais je crois que pour une centaine de personnes qui étaient présentes ce jour-là, c'est traumatisant à vie. Ça a l'air d'être traumatisant. Quand vous le dites comme ça et quand on sent, vous savez, Dianka, vous êtes à la Rainbow depuis peu de temps. Hein. Vous êtes aussi militante, vous travaillez en tant qu'artiste aussi. D'ailleurs, vous allez sortir quelque chose bientôt en tant qu'artiste. Mais est-ce que vous connaissiez un peu ce fait-là? Est-ce que quand vous arrivez à la Rainbow, on reparle encore de ce qui s'est passé en 2018? Effectivement, on n'en reparle pas en détail, effectivement, parce qu'on lit aussi, on en reparle, ce qui s'est passé là, effectivement. Et comme je le dis, la Rainbow House prend à cœur aussi, parce qu'effectivement, ce sont des actrices aussi de la Rainbow House. Ça s'est passé, donc voilà, on ne peut pas nier ce qui s'est passé. Et effectivement, on en reparle, puisqu'il fallait me mettre aussi, j'ai été au courant. Mais la Rainbow House reste ouverte, effectivement. J'entends peut-être que quand on invite, que la personne ou les personnes refusent, ce serait peut-être mieux d'aller essayer de savoir pourquoi est-ce qu'on refuse. La Rainbow House est là, elle est ouverte à ça aussi, à ce qu'on vienne aussi. C'est un lobby aussi de discussion, d'échange, de dire voilà, de poser aussi ces problèmes, ces craintes, d'en discuter, d'échanger. Donc, elle est vraiment ouverte à ça. Pas du tout fermée, parce que ce n'est pas non plus
le but de diviser, au contraire, d'oublier. Ouais. d'oublier, Donc d'unir. il y a une ouverture. Toujours on va essayer de d'avancer dans cette continuer, émission parce que j'ai encore plein de voilà, trucs à vous continuer présenter. à se battre pour des initiatives, pour tous on a ces droits-là. entendu, et merci tous les deux d'ailleurs pour vos témoignages et pour ce que vous amenez dans cette émission. Mais lors de l'Opening Week, justement, on a rencontré la Pride des banlieues. Alors nous sommes à Paris, c'est une Pride alternative organisée dans les banlieues, dans les quartiers populaires. Est-ce que c'est possible de faire ça chez nous? Est-ce que ça aurait de l'intérêt? En tout cas, nous, on a rencontré les organisatrices lors de cet opening. Regardez ce qu'elles ont à nous dire. Beaucoup de gens qui n'ont pas de droits aujourd'hui, les trans sans-papiers, les trans TDS. La Pride des banlieues, c'est un mouvement revendicatif de queer de quartiers populaires et plus généralement en fait, des LGBTQIA+, marginalisés. Ça existe depuis 2019. Et ça se passe bien. Chaque année, on a de plus en plus de membres qui nous rejoignent. Et on a aussi de plus en plus de personnes qui viennent marcher avec nous pour lutter. Alors nous, il faut savoir que chaque année, on défend une revendication qu'on essaye d'emmener dans du plaidoyer pour faire avancer nos droits. Par exemple, depuis l'année dernière, on travaille sur une PMA réellement pour tous. On a envie de s'assurer que la PMA en France soit accessible pour les personnes racisées, pour les personnes trans, pour les personnes handi, pour les personnes grosses, sans aucune difficulté. La Pride des banlieues, son objectif, c'est vraiment de répondre aux besoins de nos communautés, les communautés qui vont être les plus marginalisées en termes de territoire ou d'accès aux soins. Avancer les droits pour tout le monde. C'est-à-dire que en faisant des prides alternatives ou des prides sur des territoires marginalisés, en fait il y a des difficultés sur plein d'aspects, notamment déjà juste pour financer ces prides-là, puisque du coup c'est des collectivités qui ont moins d'argent et donc ça peut toujours être quelque chose de compliqué. En soi même de faire des choix de certaines banlieues qui vont être un petit peu éloignées, c'est faire le choix aussi de se dire que peut-être il y aura moins de monde, des enjeux de sécurité aussi parce que du coup ça intéresse beaucoup les journalistes et pas forcément toujours avec des intentions qui sont les meilleures. Et donc du coup on a vraiment cet enjeu à faire attention à la sécurité des personnes qui participent à la manifestation en surveillant vraiment que du coup les gens soient anonymisés, floutés. Pas d'avancée qui puisse se faire sans tout le monde et que souvent... Moi j'aime bien voir ce qui se passe ailleurs en termes de militantisme en général. Après effectivement moi je suis plutôt pour la multiplication des prides radicales, quelles qu'elles soient en fait, quand même d'autres sujets sur la table. Je pense qu'en fait elles sont toutes utiles. Que ce soit une pride très communautaire, les prides les plus radicales. Et voilà, et après j'ai bien sûr une vision critique sur en fait, tout ce qui se fait dans le militantisme parce qu'on est tous un peu critiques sur tout. Mais je pense quand même qu'il y a une nécessité. Par exemple, les grosses prides sont souvent des portes d'entrée au militantisme et qu'il faut laisser ça au moins. Voilà, un avis positif sur des grosses prides de la part d'une pride alternative, Blanquette Lagoulue. Vous entendez, ça c'est aussi une porte d'entrée, ces prides, ce qui va se passer samedi. Alors on voit la place des partis politiques, la place des entreprises capitalistes. Est-ce que ça reste une porte d'entrée pour des jeunes queers, par exemple, qui sortent une seule fois à Bruxelles pour voir d'autres personnes qui leur ressemblent, comme on entendait dans le sujet aussi? Complètement, et toute visibilité est bonne à prendre. On a besoin de chaque pas, et même l'activisme, je pense qu'il est en plein de domaines, et du plus radical au plus doux, du plus mainstream au plus violent aussi, et tous sont nécessaires pour former une équation, pour faire avancer nos droits. Donc ça c'est hyper important. Après espérons que le Pride, comme on a entendu l'année passée de la Private Gen Pride, tous les problèmes de violence qu'il y avait en annexe, puisqu'il y a beaucoup d'alcool, puisqu'il y a beaucoup de non-contrôle, puisqu'il y a beaucoup d'hétéros qui viennent comme si c'était un zoo, puisqu'on peut le dire, c'est un peu la vision des hétéros de la Pride, de certains du moins, mais du coup il y a aussi potentiellement les premières visibilités, mais les premiers traumas de Pride qui peuvent être... Donc à faire attention à ça, à cette sécurité. Et la Rainbow essaye aussi d'organiser... À ce propos, justement, il y a aussi, pour le programme de cette Pride-là, il y a aussi eu beaucoup de travail qui a été fait pour la Safe Pride et aussi pour des Safe Zones. Donc du coup, on aura des relax zones. Pour des personnes qui se sentiront peut-être... Qui n'ont pas envie d'être dans la fête, qui voudront se retirer un moment où... Ouais. Voilà, au Grand Carme, il y a aussi des safe zones qui sont vraiment faites place d'Albertine. Il y aura des professionnels aussi qui seront là. Donc, il y a vraiment cette année aussi, comme toutes les années d'ailleurs, mais cette année, il y a vraiment un point sur ce. Alors, j'ai envie de parler de la Pride d'Anderlecht. On a entendu parler de la Pride des banlieues à Paris. D'autres quartiers bruxellois tentent d'organiser des Prides. À Anderlecht, Blanquette Lagoulue, on vous a vu l'an dernier. On vous voit peut-être sur ces images. Vous serez encore... la co-présentatrice cette année de cette Pride qui s'organise à Anderlecht par les institutions, par la commune.
Notamment. Notamment. Donc l'année passée, je présentais pas. Cette année, je présente. C'est organisé par en fait un noyau d'ASBL et de packs d'institutions justement, notamment Vulcana, notamment Fat Sabat qui sera en charge de tout le care. Et donc on le voit, la commune qui va vraiment injecter le pognon et ensuite des associations qui viennent de terrain et qui viennent vraiment prendre et décider de où on le met. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, il n'y a pas vraiment d'obligation à un budget de ministre, mais bien genre, voici l'argent pour une certaine inclusivité, les associations, faites-en ce que vous voulez. Voilà, et ça pourrait être aussi problématique, mais là, pour le coup, c'est tout un panel d'associations qui viennent diriger ensemble ça et décider comment on partage. Et ce sera plus tard, ce sera le 8 juin. Back to the Roots, c'est là qu'on vous retrouve à la Pride de ce samedi. La Pride vénère aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ça vient peut-être de ce cortège vénère du Front Queer qui organise un rassemblement vraiment alternatif au parc d'Uden à 14h où il y aura des prises de parole. Et là, on est vraiment dans du militantisme pur et dur. Et on ne veut pas d'ailleurs avoir de contact avec la vraie Pride. Vous avez pu en être témoin aussi. Vous n'avez pas pu contacter les personnes de la Pride Vénère? Voilà, on a eu aussi, pour la Pride Opening, on avait déjà eu quelques manquants qui n'ont pas pu venir pour des raisons, soit personnelles spécifiques ou autres, ou des empêchements tout simplement aussi. Et puis, oui, effectivement, il y a des Prides qu'on n'a pas pu effectivement contacter. Intégrer dans votre grand programme. Ou dans le gros programme, ou contacter, mais qui n'ont pas pu répondre, ou comme je le dis encore une fois, donc la Pride Vénère, c'est à 14h sur la place, dans le parc d'Uden, si ça vous intéresse. Merci à tous les deux. Blanquette, vous disiez quelque chose d'intéressant sur vos réseaux. Cette semaine, il faut avoir de la douceur envers les personnes de la communauté et être un peu sévère avec les institutions. C'est ça un peu votre mantra? C'est ça, et je crois qu'aussi, là on reconnaît les efforts aussi de la Rainbow, au vu du paysage politique et de la transphobie qui grandit en Belgique, je crois que c'est important de créer des ponts vraiment entre nos communautés maintenant, puisque les élections approchent et c'est peu importe où on va à la Pride et comment on fait notre Pride, je crois qu'il faut qu'on entendait à la Polling Week aussi. Merci à tous les deux. Si je peux me permettre, un vite dernier mot pour dire aussi qu'effectivement samedi 13h45, c'est le rassemblement au Mont des Arts. 14h, on démarche la marche revendicative. Et justement, parlant des trans, il y a aussi vraiment ces revendications-là sur les mineurs intersexes, les trans aussi. Et donc, voilà pour le samedi et effectivement pour les safer zones, pour que les gens se sentent à l'aise. Et le thème aussi, c'est Safe Everyday Everywhere. Donc, il y a vraiment cet objectif de safe dans cette Pride 2024. Merci à tous les deux, c'est vraiment la fin. Je suis désolé, je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.